Avant de démarrer, ou en tout cas pour démarrer, je voulais, repartir un peu de pourquoi je me suis intéressé à ces choses-là, sachant que comme Morgane l'a dit, mon métier de base, c'est celui de l'anthropologie, que j'ai beaucoup œuvré dans l'industrie, notamment au sein du groupe SEB quand j'ai commencé ma carrière après mon doctorat, et qu'en bon anthropologue, mon métier, c'était à peu près ça, ce que vous voyez là, à savoir, voyager, rencontrer des personnes qu'on renommait des usagers, dans le cadre, de la manière de réfléchir à ces rencontres. On rencontrait des usagers, potentiels usagers, et puis l'idée, c'était d'expérimenter, comme ici, dans l'Oural, en Russie, expérimenter des pratiques pour comprendre comment, dès demain, et quand je dis demain, c'est vraiment littéralement dans les semaines et les mois qui viennent, on pouvait envisager des alternatives aux manières de manipuler l'environnement, de l'expérimenter, de le vivre, et donc de concevoir des objets, des services qui pouvaient résoudre des problèmes, améliorer une qualité de vie, dans des domaines, très divers. Donc ça, c'est ce qu'on fait tous, dans le champ de la conception, de l'innovation. Dans l'UX design, c'est aussi le mandat qui est donné, hein, de contribuer à l'amélioration de ces expériences du quotidien, et pour ça, bah, on a des outils très puissants à la fois d'enquête, d'analyse, de compréhension de ce qui se passe, et puis de projection, d'inspiration dans des solutions, des manières de faire différentes, mais avec cette temporalité qui était toujours la temporalité de demain, donc dit autrement, la temporalité d'aujourd'hui. En gros, il n'y avait pas de temporalité, en fait, on extrait la problématique de la temporalité. Or, très vite, quand on fait ce métier et qu'on pratique avec diverses entreprises, ce que je fais toujours par ailleurs avec Users Matter, on est aussi confronté à des projets qui remettent en cause, des aspects plus fondamentaux de ce que l'on est habitué à faire. Dit autrement, on vient bousculer des habitudes, on propose des modèles qui sont tellement singuliers par rapport à ce que l'on a l'habitude de manipuler, qu'il faut aller chercher d'autres ressources pour réfléchir et réfléchir correctement. Et donc, dans des projets comme celui-ci où je ne vais pas rentrer les détails, mais on offrait une nouvelle potentialité à de possibles usagers. Donc vous voyez qu'on parle bien de possibles, de potentiels, on est déjà vraiment dans une forme de spéculation, de réflexion sur l'avenir. Eh bien, on est obligé de passer par des médiations qui sont des prototypes, des objets un peu intermédiaires qui aident à réfléchir. Mais en réalité, très vite, on se rend compte que c'est très complexe de rendre crédible un scénario, qui est absolument nouveau parce que formellement, c'est un objet qui est très différent des archétypes disponibles, parce qu'en termes de manière de le manipuler, ça ouvre à des questions, à des gestuelles qui sont inédites, et même en termes de résultats, de process, ça ouvre à d'autres manières de faire. Ici, en l'occurrence, de manger, on imaginait des procédés tout à fait, différents de la manière de manger d'aujourd'hui, par exemple, dans ce cas, sous forme de Lego. Et quand on est dans ces projets où on veut essayer de transformer de manière beaucoup plus forte les usages, et c'est finalement ce qu'on est, un peu en train invité à faire, dans notre époque actuelle avec ces défis de transition énergétique, de changement de mode de vie pour répondre aux défis climatiques notamment, et pas que, on sent tout de suite que là les outils, de l'innovation, centrée utilisateur, de l'UX design en général, eh bien ils vont buter sur cette capacité à réfléchir sur des modalités qui sont très différentes des nôtres. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on est sur ces défis de manger autrement, par exemple, et qu'on est dans des problématiques de venir, faire des pas de côté très significatifs, eh bien, les gens qu'on rencontre, autant que les concepteurs qui travaillent avec nous parlent de la science-fiction directement ou indirectement. En réalité, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous évoquent des modèles d'alimentation, ici d'alimentation on peut appliquer ça à tous les sujets, en fait. Mobilité, mode de vie, habitat, tous les sujets, en fait. Lorsqu'on est confronté à ces problématiques, ils évoquent directement des modèles qui sont des modèles très présents dans la science-fiction. Donc typiquement, ici, sur cette machine qui est supposée assembler des briques alimentaires, ce qui revenait assez souvent, c'était cet argument d'une alimentation très transformée, avec, un code couleur, par nutriment, et que finalement le mangeur n'aurait plus qu'à faire des bonnes associations de codes couleurs pour, savoir comment se comporter, avec cette machine. Et ça, cet imaginaire, eh bien, il est très présent dans la science-fiction. Là, ici, je vous montre, ces visuels de, 2001: l'Odyssée de l'espace, qui est un film, je vais y revenir, qui est extraordinaire en termes de réservoir d'imaginaire. Et l'interrogation que j'ai eue comme praticien, et ce qui a fait qu'à un moment, j'ai décidé de m'intéresser au design fiction, et avec ce collectif Making Tomorrow, on est plusieurs à y réfléchir, et d'autres acteurs travaillent sur design fiction aujourd'hui, et c'est ça qui est très stimulant. Eh bien, notre question cœur, c'est finalement comment je m'approprie cette, réflexion qui est déjà là, sur d'autres manières de faire, à la fois pour imaginer mieux,
mais aussi peut-être, et on va voir que c'est important, pour prendre du recul avec la façon que l'on a de projeter les choses. Dit autrement, peut-être que ces imaginaires qui sont les imaginaires de la science-fiction, qui sont présents dans les récits qui nous entourent, notamment dans la culture populaire, ça peut être autant des ressources que des freins à partir desquels va falloir travailler. Et du coup, mon métier d'animateur de réflexion sur, la créativité, d'amener des réflexions sur comment faire pivoter les usages progressivement, eh bien, il a glissé d'un intérêt sur la capacité à imaginer des solutions pour demain, qui finalement est un travail plutôt individuel, hein, de l'imagination, c'est vraiment l'objet qu'un individu va mettre en œuvre pour en concevoir des alternatives, à nous poser la question, mais comment collectivement on se confronte à cette part d'imaginaire, à cette part d'imaginal, et là on parle d'imaginaire justement. On parle d'imaginaire, il y a cette notion qui est un peu complexe à manipuler d'imaginaire collectif, mais il y a quand même cette idée derrière ce concept un peu flou d'imaginaire collectif que la manière de penser des alternatives, de penser l'avenir, qui sont finalement assez proches, eh bien ça se partage et c'est une sorte de réservoir dans lequel on peut puiser ou dans lequel on peut travailler. Et d'où l'intérêt aujourd'hui, c'est ce dont je vais parler, de venir faire des liens entre l'innovation concrète pour demain et ces réservoirs pour aller faire ces pas de côté un peu plus importants, adresser des problématiques plus profondes, adresser des enjeux de transformation plus radicaux auxquels on est aussi, très clairement confronté dans nos métiers. Quand je me suis plongé dans ces sujets et qu'on s'est plongé dans ces sujets avec le collectif, le 1er apprentissage qu'on a eu qui nous a beaucoup marqué, c'est de se dire: «Mais en fait, heu, il y a beaucoup de liens déjà entre conception et imaginaire». Je vais appeler imaginaire l'ensemble de la production qu'on trouve dans la culture populaire, qui relève à la fois des films, des mangas, des comics, mais aussi plus largement la publicité, hem, les communications d'entreprise, bref, tous ces discours qui parlent de l'avenir, d'une forme d'avenir en fait, des avenirs au pluriel, des futurs pour être plus précis. Et donc on s'est immergé dans cette matière et on s'est rendu compte qu'il y avait des porosités qui étaient extrêmement fortes entre les 2. Les imaginaires, si je reviens sur l'Odyssée de l'espace, ne sont pas construits sur la base, du génie, narratif, de Stanley Kubrick et de ses équipes, mais est très ancré dans la connaissance des futurs possibles de l'époque. Donc concrètement, 2001 de l'Odyssée de l'espace, qui est un film qui marque encore par sa fraîcheur et son actualité sur des sujets, très robustes comme l'intelligence artificielle notamment. Et bien lié au fait qu'à l'époque, il y a une cinquantaine d'entreprises qui étaient, actives la mise en scène, du film pour mettre en crédibilité, pas mal d'interactions qui étaient proposées en, offrant des réflexions à partir des prototypes qu'ils développaient dans leur département de R&D. Donc quelque part, 2001 était déjà une forme de mise en visibilité de potentialités qui étaient en recherche dans les entreprises. Ce qui explique que, ben, ce potentiel, il est une forme de réalisation, on va y revenir. Et dans l'autre sens, on le sait par ailleurs, la science et les décisions, techniques, des entreprises et des organismes s'appuient sur ces imaginaires de manière parfois explicite ou implicite. Ah, ici, je vous évoque, à l'écran des recherches qui ont été menées par, l'Agence spatiale européenne, où quand ils se sont demandé comment on peut améliorer l'alimentation dans l'espace, ils se sont dit: «Bah, allons déjà voir la façon dont les experts de l'imaginaire, des auteurs de science-fiction ont, projeté cette alimentation dans l'espace, dans la littérature et voyons quel type d'aliments ils utilisent, dans quelles circonstances, pourquoi est-ce qu'ils n'utiliseraient pas le même aliment quand ils parlent de déplacements à long terme ou de déplacements à court terme, comment ils gèrent les problèmes classiques de créer de l'appétence et de l'envie avec quelque chose qui doit être très réduit en masse, parce qu'il y a un coût évidemment à transporter l'alimentation dans l'espace. Bref, comment s'appuyer sur cette, créativité très riche, des imaginaires pour, mieux décider de problèmes très concrets. Donc il y a des allers-retours et on parle dans ce cas-là, les anglo-saxons utilisent le concept de looping pour désigner le fait que, en réalité, entre imaginaire et développement technologique ou développement sociaux, il y a des allers-retours qui sont très riches et qui créent des convergences. Je voudrais en donner, 2 exemples très succincts. Le premier, c'est, l'exemple de la bombe nucléaire, alors qui est un exemple, d'un imaginaire très fort. On est vraiment là ici sur des sujets qui touchent, des enjeux profonds de société. L'idée de pouvoir utiliser une technologie nucléaire pour réaliser une arme est une idée qui avait été exprimée, dès les années 1900, tout début 1900 par des chercheurs qui avaient émis cette idée, de manière un peu en note de bas de page, comme une sorte de spéculation, dans des travaux, en physique fondamentale. Heu,
Travaux, dont les physiciens, importants de l'époque ne croyaient pas. Rutherford notamment était, absolument opposé à l'idée de ce principe, pas parce qu'il ne désirait pas ce futur, mais tout ça parce qu'en fait, il ne croyait pas possible de le faire. Donc il y avait eu un prémisse par dans la production scientifique et 5 ans plus tard, H.G. Wells, en 1914, écrit The World Set Free, dans lequel il s'approprie cette idée. On sait qu'il l'avait lue et qu'il l'avait trouvée, elle, très intéressante et essaie de lui donner un format, un contexte, une crédibilité, à cette hypothèse, peu probable, manifestement, d'après les chercheurs de l'époque et de concevoir cette idée d'une arme qui serait, jetée du ciel et qui aurait cette puissance dévastatrice capable de faire, de contribuer à l'arrêt d'une guerre. Ce roman a eu un impact lui-même assez fort auprès, des décideurs de différentes natures et un étudiant de Rutherford, Holstein notamment, s'est approprié ce récit pour venir justifier et approfondir des travaux malgré, la position de son patron de recherche, qui ont finalement abouti à la faisabilité, de cette technologie et sa mise en œuvre qu'on connaît avec une proximité assez troublante d'ailleurs dans la manière d'exécuter, la mise en œuvre de cette arme nucléaire. Donc cet exemple, il est je trouve très intéressant parce que déjà, on voit qu'on n'est pas dans l'anecdotique, on parle de sujets, extrêmement, importants, qu'on soit évidemment pour ou contre l'emploi de l'arme nucléaire, on voit qu'on est sur des sujets de société massifs et on voit aussi que, eh bien, c'est des allers-retours entre imaginaire et technologie qui font que progressivement, une idée, une manière de faire nouvelle, un nouveau concept va commencer à se définir et qu'on peut difficilement à un moment donné de dire que, c'est la science qui a copié les imaginaires ou les imaginaires qui ont copié la science. C'est vraiment un dialogue qui s'est mis en place. Et ce dialogue, il a été éprouvé dans plein de domaines. Alors ici, l'allusion est un peu facile, mais elle est véridique également, hein, de l'inspiration, de Steve Jobs, de la série Star Trek, comme étant un des points d'ancrage de sa vision et de son désir de produire une tablette, également. Donc c'est une réalité dont il a témoigné dans des interviews, mais qu'on retrouve aussi, ça a été bien démontré par des chercheurs, des historiens des sciences qui ont montré que typiquement, dans des communautés créatives très poreuses comme la Silicon Valley, où en fait, finalement, ce sont les mêmes designers qui vont un jour travailler pour Hollywood et puis un autre jour travailler pour, Pixar et puis finalement pour Apple et puis aussi pour Microsoft et puis aussi pour Intel. Bref, ils vont passer d'un univers à l'autre et avec eux, ils transportent, des attentes, des défis, des visions d'avenir et donc il y a une vraie circulation, des vrais allers-retours qui ont été très bien documentés même au niveau sociologique. Donc on voit que ces imaginaires, ils sont pas du tout, c'est pas du tout trivial en fait, ça a des effets très puissants. La question qu'on va se poser, bah, c'est justement qu'est-ce qu'on peut faire de ces connexions et en quoi est-ce que ça peut être utile? Et sur ce point, eh bien, on a plein de postures possibles. Une bonne manière de se comprendre, c'est quand on vient mettre en vis-à-vis, le travail de H.G. Wells que je viens d'évoquer, qui est un travail très fantastique. Vous avez vu, il a spéculé, à partir d'une petite idée, quasiment une note de bas de page et il a assumé un parti pris voilà, de créer un monde autour de cette idée et Jules Verne, qui était pas tout à fait son contemporain, enfin ils ont vécu un peu ensemble, mais qui était un peu antérieur à à H.G. Wells, qui lui disait: «Bah non, la littérature finalement c'est là, il faut que ce soit hyper crédible. Il faut que la science soit très, très, très la littérature, de projection soit très crédible, pas de fantaisie, pas trop de fantaisie, il faut qu'on soit dans la crédibilité» et on a vu que Verne avait eu, par cette médiation, une capacité à projeter des choses et en même temps, quand on compare ce qu'a fait Wells, qui lui assumait cette fantaisie, quelque part Wells a pu toucher du doigt des choses peut-être encore plus profondes, plus loin dans le temps, en tout cas, pas moins, crédible et intéressante que Jules Verne. Et donc je voulais pointer en montrant ça que les imaginaires, c'est pas juste des imaginaires qui se veulent extrêmement précis et rigoureux, c'est au contraire aussi une capacité à construire un monde et des récits à partir d'hypothèses parfois singulières, qui ont été capables de produire des œuvres avec des impacts aussi élevés. Alors, est-ce que tout est bon à prendre dans la science-fiction? Est-ce que ça veut dire, à partir de ces premiers éléments de démonstration, que demain, vous êtes invité à, voir tous les films du monde et aller piocher allègrement, des idées dedans pour inspirer vos projets? La réponse évidemment est non. C'est pas une matière sur laquelle on peut tout d'un coup piocher de manière, gratuite parce que c'est une matière qui présente plein de complexités. Quand on voit cette scène très connue de Minority Report, où Tom Cruise manipule des images avec, des gants et un dispositif, en réalité augmentée,
On connaît tous cette scène où on le voit manipuler dans l'air. En fait, c'est une scène, pardon, qui s'appuie sur le livre, mais la réalisation concrète, hein, la mise en œuvre, design du dispositif est laissée à l'appréciation, du réalisateur et de ses équipes. Et ici, on voit Tom Cruise avec les bras très, très hauts, parce que c'est très spectaculaire et que ça fonctionne bien dans l'écran d'avoir les mains très en visibilité pour raconter l'histoire de cette manipulation. Tom Cruise a témoigné, expliqué que, bon, cette scène, au bout de quelques secondes, elle est très, très épuisante. Et vous le voyez quand il y a eu des mèmes qui se sont réappropriés sur internet heu, cette interaction. En réalité, on voit les bras redescendre beaucoup plus, on est sur une posture qui, au niveau de l'ergonomie, est beaucoup plus appropriable, tout simplement parce que, c'était juste un effet un peu spectaculaire, de mise en scène. Et ça, c'est un premier ingrédient sur lequel il faut s'entendre, c'est de se dire, bah, toute cette matière, elle a des effets de mise en scène qui sont liés à l'esthétique de l'image et qui ne doivent pas être reproduits tels quels. Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, ça veut dire qu'il y a quand même un travail de remise dans le réel, qui doit être fait pour qu'on puisse utiliser cette matière comme quelque chose de rebond, intéressant. Et typiquement, bah, en conception d'interface, on voit tout de suite qu'il y a des traductions à opérer, mais qui n'empêche que cette, technologie, ben, elle est, très intéressante à creuser. Technologie qui elle-même venait du MIT et on a le même processus que j'évoquais tout à l'heure, technologie de laboratoire qui passe en scène, qui repasse dans les laboratoires et ainsi de suite. Le deuxième élément sur lequel j'aimerais attirer votre attention aujourd'hui, qui est peut-être plus critique et plus important, c'est que les imaginaires ne sont pas neutres. Ils ne sont pas neutres, je viens de le dire, parce qu'il y a des effets esthétiques qui sont propres à l'art narratif, mais ils ne sont pas neutres parce que finalement leur contenu, exprime quelque chose que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est celui de la société dans son ensemble et donc vient exprimer des valeurs, des normes de manière très certainement implicite, hein. On n'entend pas qu'à Hollywood, il y ait une personne, un cabinet de la bien-pensance qui définit ce qu'il faut mettre ou pas dans des œuvres, mais qui vont venir, contraindre la capacité à imaginer. Et là, je renvoie à un site web qui est génial, qui s'appelle sci-fi-interfaces.com qui explore justement les enjeux, de conception très fins, des œuvres de science-fiction et qui a fait ce travail avec une centaine de films présentant des intelligences artificielles dans des œuvres, audiovisuelles et les a classées par genre et par type, d'intelligence artificielle. Et ce qu'il a montré sur cet échantillonnage, alors qu'on peut critiquer l'échantillonnage, mais voilà, qui est très diversifié dans ses sources, en tout cas il a ce mérite-là, c'est de montrer des effets assez interpellants. Typiquement lorsqu'une intelligence artificielle, est indéterminable, c'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien, comme dans Blade Runner, si enfin l'audience peut toujours se poser la question: «Est-ce que c'est vraiment un être humain? Est-ce que c'est un robot? Est-ce que c'est une IA?» Il y a un moment donné, cette ambiguïté, elle est maintenue très longtemps. Et bien lorsque cette IA a ce statut un peu trompeur en fait, eh bien elle est essentiellement dans les œuvres de fiction représentée, par un personnage féminin. Hem, à l'inverse, lorsqu'il s'agit d'avoir une figure qui très clairement affirme son caractère robot, mais en même temps prend des traits très anthropomorphes, c'est avant tout des représentations masculines. Eh bien, ça typiquement, c'est extrêmement troublant, évidemment. C'est très troublant de se dire: «Pourquoi est-ce que lorsqu'il y a une intelligence artificielle qui se veut, fourbe et piégeuse, eh bien, on a tendance à projeter une intelligence artificielle féminine et quand c'est une copie, plus noble, d'un être humain dans un robot, on prend une source masculine». Ça, je ne vais pas élaborer plus longuement sur ces enjeux-là qui demanderaient de décomposer comment on crée une œuvre et comment on la reçoit, parce qu'évidemment, l'audience est toujours capable de critiquer une œuvre, mais ça pose quand même une question sur le fait que cette matière des imaginaires, elle n'est pas du tout neutre et donc on a vraiment un défi de nous l'approprier lorsqu'on veut travailler avec les imaginaires. Ça, c'est une pratique qu'on a au sein du collectif Making Tomorrow. Lorsqu'on travaille sur ces enjeux de conception à partir d'imaginaires, on va toujours commencer par classer, les imaginaires pour essayer justement de prendre du recul avec ce qu'ils nous racontent de manière implicite. On parle dans ce cas de se nettoyer les yeux, avec vraiment ce souci de, par l'émergence de ce qui est, présent dans les imaginaires, de patterns, de récurrences, essayer de prendre du recul vis-à-vis de ce qu'il contient, en termes de plein de choses, en fait. Là, typiquement, je vous présente un support, d'un atelier un peu massif qu'on avait conduit avec plusieurs centaines de participants, avec, différents acteurs, autour du vivre ensemble en 2035. On avait demandé aux participants d'arriver avec des œuvres de fiction pour venir alimenter, les ateliers.
On s'est rendu compte, par exemple, c'est assez intéressant que dès qu'ils nous présentaient, des dystopies, donc des récits, avec des visées négatives, eh bien leur source était quasiment essentiellement anglo-saxonne. À l'inverse, lorsqu'ils voulaient nous présenter des œuvres positives, c'est des œuvres françaises et plus elles étaient positives, plus elles se rapprochaient en fait de documentaires et pas tellement de fiction. Et ça, on a beaucoup ce discours aujourd'hui qui veut que les Américains, produiraient des œuvres absolument sombres et tristes et une vision de l'histoire qu'on veut éviter, alors qu'en Europe, on aurait, une capacité, notamment avec des documentaires, une image plus française d notamment, d'imaginer les choses, de pousser des futurs positifs. Alors c'est une réalité qui est absolument pas tenable dans l'analyse concrète des œuvres, qui sont aussi, anglo-saxonnes, qui parfois sont très, très positives et qui ont une contre-culture qui est absolument dynamique. Et il y a des œuvres très sombres, dans la littérature, francophone aussi. Mais ça témoigne en fait des partis pris des participants. Au même titre que ce qu'on a constaté, ben, c'est que, certaines thématiques, alors qu'on parlait du vivre ensemble, dominaient, comme l'environnement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles dominaient dans des œuvres qui avaient moins de 10 ans. Et ça aussi, c'est un trope, c'est une dynamique classique quand on travaille sur les imaginaires. On a tendance à regarder des imaginaires récents et à reproduire dans notre vision de l'avenir ce qu'on va appeler l'esprit du temps, de notre moment. Le même exercice conduit il y a 5 ans, on aurait eu massivement des imaginaires sur, la réalité virtuelle, sur la domination du numérique sur nos vies, parce que c'était la question qui dominait les débats, dans les ateliers qu'on conduisait et les imaginaires qui étaient proposés n'étaient pas du tout les mêmes. Donc, on voit que les imaginaires, ils sont pas neutres. On voit que si on veut travailler dessus, il faut pouvoir justement prendre du recul. Ça passe par des collections d'imaginaires. Ici, il y en a plusieurs centaines. Dans un projet, on travaille toujours au moins avec 50 imaginaires, ça remonte jusqu'à 500 dans les projets les plus ambitieux, pour essayer de lire ce qu'il y a derrière. La raison pour laquelle il faut le faire et pourquoi ces imaginaires sont pas neutres, eh bien, c'est précisément ce que j'évoquais tout à l'heure, parce que les imaginaires se construisent avec des intérêts et des ambitions. À Tomorrowland, la partie du parc de Disneyland, en Californie qui parlait du futur, a été construit avec General Electric. General Electric a utilisé Disney comme un moyen de rendre visible sa vision préférable à General Electric de l'avenir auprès des petits Américains et a contribué à leur définir des attentes sur ce qui pourrait être, un futur supérieur, plus intéressant, plus pertinent que les autres. Ce phénomène, il est très bien documenté par différents chercheurs, et c'est vraiment un moyen de pression, un moyen d'influence sur le monde. On parle de soft power, hein, dans cet aspect-là, qui a été donc bien documenté par différents chercheurs quand on prend le temps de déplier les choses. Alors je vous donne un autre exemple, Curtis Marez, qui est un chercheur, américain qui s'intéresse à l'histoire, des mouvements, syndicalistes agricoles, a travaillé sur, l'emploi de travailleurs migrants mexicains en Californie. Vous savez que la Californie, c'est, une zone agricole très importante aujourd'hui encore en Amérique. Eh bien, il a constaté que dans, la première moitié du XXe siècle, il y avait souvent dans les expositions agricoles des robots, que vous voyez ici de représentation. Alors c'est des robots, on voit bien très vite que c'est des représentations, très, très, dégradées en termes de réalisme, hein. Ça ressemble à un assemblage de tracteurs avec un pot de fleurs. Enfin, c'est bon, c'est pas «crédible» entre guillemets en termes de fonctionnement technologique et pour autant, c'était quand même représenté et qu'est-ce qu'on voit dans les images? Bah, c'est qu'à côté du robot, il y a, cette petite fille. Pourquoi est-ce que c'était, mis en scène de telle manière, dans les foires agricoles? Parce que les patrons de l'époque, s'opposaient à la constitution en syndicat des travailleurs, migrants, avec pour argument de dire que demain ils étaient remplaçables très facilement, notamment par de la technologie. Et donc les robots qui étaient montrés étaient une sorte d'avertissement qui disait: «Regardez, si vous êtes trop pénible et ingérable collectivement, eh bien on a les moyens de vous remplacer». Et en plus, à l'époque, il y avait cette réputation qui était évidemment, une réputation, en grande partie infondée, largement infondée de violence et d'incapacité de contrôle de la population mexicaine. Ça, c'est un classique, hein, de considérer l'autre comme étant proche de la nature, incapable de se maîtriser. Ça, c'est, classique, dans le monde entier. Eh bien, il y avait cette idée de ne laissez pas vos enfants traîner dans les quartiers, des travailleurs migrants parce que vous ne saurez jamais ce qui va leur arriver. Et donc ici, on mettait en scène les petites filles à proximité des robots pour dire: «Au contraire, nos robots, on contrôle très, très bien, leurs attitudes». Donc vous voyez la violence de l'imaginaire, derrière une idée qui peuvent paraître, sympathique d'une technologie futuriste, de robotisation, à laquelle on est déjà nous très habitués. En fait, il y avait des messages très, très précis qui avaient qui répondaient à des enjeux politiques.
Les imaginaires restent aujourd'hui encore pétris de ces défis-là et si je voulais prendre, un exemple pour illustrer l'importance de ce travail des imaginaires, c'est celui de ce qu'on appelle les mouvements dits de futurisme indigène, qui consiste à dire, nous, indigènes, plutôt nord-américains, des mouvements plutôt nord-américains et australiens, on a, une place dans la société, mais on n'a pas d'avenir. On nous demande de préserver nos traditions, en tant que descendants, de tel peuple, amérindien. Autant je suis supposé être un Navajo, un représentant des traditions, mais par contre on ne me propose pas d'avenir, si ce n'est de préserver ma tradition. Eh bien, moi, en tant que Navarro, je veux avoir un avenir, mais qui soit propre à ma culture et qui ne soit pas juste me fondre dans la société nord-américaine. Et ces revendications donnent lieu à des productions scénaristiques très riches, de mise en scène de futurs qui s'inscrivent dans une histoire qui n'est plus celle des super-héros classiques, qui est une autre histoire, pour rendre légitime tout simplement le fait qu'il y a un futur possible quand on est un jeune descendant de Navarro aujourd'hui, et Navarro et d'autres cultures. Et aujourd'hui, les majors de la production culturelle, comme Marvel, entrent en dialogue avec ces mouvements-là. Et donc ici, on a ici la première, j'oublie toujours son prénom, c'est Amka Aliak, qui est la première super-héroïne inuite, qui a des super-pouvoirs d'inuit et qui a un rapport à la nature et l'environnement qui n'est pas celui des Américains, qui est une traduction dans le futur de sa propre culture. Donc on voit que c'est des mouvements de création de valeurs positives, de se donner une place par les récits, qui sont des enjeux politiques et des enjeux économiques, et qui vont se déployer dans des films. Donc ici, ce film de Baker raconte une expédition sur Mars où c'est une chef indienne de la tribu Diné qui va venir sauver l'expédition grâce à des invocations rituelles propres à sa culture. Et à droite, vous voyez un petit fanzine qui a été produit par deux designers Navarro qui racontent comment le futur alimentaire pourrait exister, mais avec un futur alimentaire qui s'ancre dans la culture navarro. Donc on voit que, vraiment ces imaginaires sont en tension, sont en reconfiguration et vont prendre du poids dans nos décisions quotidiennes. Et je donne un dernier exemple pour vraiment vous convaincre de l'importance de ça. C'est le projet des fermes urbaines, qu'on connaît toutes et tous, hein, l'idée d'aujourd'hui d'équiper les villes de manière à ce qu'elles puissent accueillir, une agriculture, en leur sein. Il y a différents concepts qui ont été déployés et celui de ferme urbaine est vraiment un de ceux les plus attractifs, hein, je pense les plus connus. Beaucoup plus que par exemple que le concept de ville productive qui correspond un peu à la même logique, mais qui voilà, qui a un peu la même attractivité, le même succès. Et la raison, c'est précisément à nouveau un enjeu de narration, de mise en narration d'imaginaire pour contribuer à soutenir une idée, à la rendre forte, performative, on dirait. L'idée de ferme urbaine, elle vient d'un chercheur, américain, new-yorkais, Dixon Despommiers, qui tenait une chaire dédiée à l'alimentation des villes depuis des années et qui avait proposé ce concept de ferme urbaine comme étant une alternative, mais jamais sous la forme d'une représentation de tours verticales ou de fermes sur les toits. C'était pas ça son intention. Son intention, c'est plutôt de systèmes, complexes et résilients au sein des villes. Et un designer, Jacobs, pardon pour la coquille, Jacobs a vu un jour un documentaire sur des pommiers, il a trouvé l'idée géniale et il s'est dit: «Ça manque d'attractivité» et il a commencé à dessiner, des fermes verticales en disant: «Bah, ça c'est un imaginaire qui va emporter, l'adhésion». Et effectivement, on peut montrer que depuis que Jacobs a utilisé ce concept, il l'a propagé, l'a diffusé, eh bien, c'est cet imaginaire qu'il a emporté et qui a contribué à diffuser des imaginaires et une vision qui fait qu'aujourd'hui, en termes de politique publique d'aménagement du territoire, il n'y a pas de grande métropole sans ferme urbaine et on continue encore de les verticaliser, de les densifier de cette manière, alors que c'est pas du tout, la manière, nécessairement préférable de concevoir un environnement de ce type. Donc vous voyez, les imaginaires et les fictions ont un impact très significatif sur le monde et c'est la raison pour laquelle c'est très important de les travailler, mais c'est un impact qui n'est pas du tout neutre. Raison pour laquelle la manipulation de ces imaginaires, c'est un exercice qui prend du temps et qui demande d'analyser, d'expertiser cette matière. Et pour clore cette séquence, je voulais vous montrer, évoquer, 2 choses. La première, c'est, de bien asseoir cette idée d'impact des imaginaires avec ce concept d'attention fictionnelle qui a été développé par un sociologue allemand, Jans Beckert, qui a démontré, dans ses travaux avec de différents exemples un peu équivalents à ceux que j'ai présentés et plein d'autres,
comment, ces récits fictionnels jouaient un rôle dans la société dans son ensemble et notamment un rôle économique. Alors lui, il parle d'attention fictionnelle dans le sens où les récits fictionnels vont capter l'attention et cette captation de l'attention, elle va avoir un impact. Un impact de 4 natures. Elles vont permettre la coordination des actions et des décisions. Dit autrement, si on veut qu'un collectif se projette dans un futur à court, moyen ou long terme, eh bien, il a besoin d'avoir des récits qui structurent sa vision pour s'entendre sur ce qu'on cherche à faire ensemble. Et c'est typiquement l'idée de la ferme verticale. Aujourd'hui, on peut avoir un débat autour de l'aménagement des villes avec un imaginaire qui nous réunit. Même si l'imaginaire n'est pas ce qu'on va faire, il nous permet de nous entendre et de débattre sur certains aspects du concept. La deuxième force des idées de ces attentions fictionnelles, c'est qu'elles ont un rôle de prédiction créatrice. Elles contribuent à générer l'avenir. En gros, eh bien, elles vont préparer le terrain à elles vont, oui, préparer le terrain à quelque chose, pour des processus de looping que j'évoquais tout à l'heure. Donc c'est vraiment ces processus de ça vient enrichir, quelque chose, ça permet de faire que, on s'y attend plus, ça arrive, je me le réapproprie, je l'injecte dans une nouvelle sphère et cetera. Troisième point, ça permet de créer des idées nouvelles et donc de spéculer, on en a besoin pour innover et ça, je vais en parler dans la deuxième partie de mon exposé. Et enfin, ça crée une politique de latence, c'est-à-dire que ça génère des visions sur ce que pourrait être le monde demain, hem et fait qu'un public, une audience, comme les petits enfants de tout à l'heure, de General Electric, vont être habitués à, quelque chose et quand ça va arriver, ils vont être très prêts, à attendre ces choses-là. De cette idée, de ces analyses, avec le collectif, on a tiré un certain nombre de conséquences. Alors, pour une raison que j'ignore, ma vidéo, ne se lance pas, donc je vais la faire défiler à la main, ça parle aussi. Donc ici, vous voyez une vidéo, que je déplie un peu de Microsoft, où on voit des enfants qui sont à travers un écran interposé, vont, se parler, se traduire, traduction est automatique, on a quelque chose qui est très fluide, qui marche bien. Ce qui marche pas, c'est ma vidéo, mais sinon le la vidéo marche bien. Bref, on a une vision très idéalisée de ce que pourrait être un monde où les enfants dans les écoles apprennent, de manière autonome, à travers les cultures, grâce à des outils informatiques et on voit, voilà, il y a presque plus besoin d'enseignants, ou alors à la marge. Ça, c'est un imaginaire, voilà, ça fait partie des imaginaires qui peuplent nos environnements, de travail, nos réflexions. Ce qui est très troublant, c'est de se rendre compte que cet imaginaire, eh bien, c'est un imaginaire qui se retrouve à de nombreux endroits. C'est ce qu'on va appeler, dans le jargon, un imaginaire, un futur prépackagé. C'est-à-dire une vision d'avenir qu'on va retrouver disséminée voilà, dans différentes manières d'être représentés, différents médias. Et donc typiquement, là, ce qui est troublant, c'est qu'à la même année, Samsung, quelques semaines, quelques mois après Microsoft, a proposé aussi un petit film de vision de ce que serait le futur selon, Samsung et on retrouve peu ou prou la même scène. Alors évidemment avec une esthétique, qui est un peu différente, mais le narratif est exactement le même. Est-ce que Samsung a copié Microsoft? On n'en sait rien et finalement c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de se dire dans les productions imaginaires qui sont massives à notre société où on a des canaux de production permanents et très nombreux, avec du cross canal très important, on va avoir des effets de mimétisme qui en fait ne sont pas du tout, nouveaux, hein, puisque un auteur de science-fiction, va aussi toujours s'appuyer sur ce qui a été produit avant pour aller un peu plus loin et donc il y a toujours un peu cet effet de reproduction. Cette reproduction qui évidemment est problématique, parce que si on veut imaginer l'avenir, on doit pouvoir prendre du recul, ce que j'ai évoqué déjà, précédemment, pour, imaginer peut-être quelque chose qui soit différent de ces visions qui auraient tendance à s'imposer à nous parce qu'elles sont, communes. Avec le collectif, avec Making Tomorrow, c'est la raison pour laquelle on travaille toujours à produire des lignées d'imaginaire. Au sens où on essaie de retracer le fil de ces imaginaires qui tendent à dominer un champ de représentation, pour notamment prendre du recul vis-à-vis de cet imaginaire et essayer de proposer des alternatives. Alors on l'a fait ici, vous voyez, dans le domaine des capsules alimentaires, l'idée qu'on va manger des pilules. C'est vraiment un imaginaire épouvantail. C'est un imaginaire épouvantail parce que concrètement, il y a quelques acteurs qui réfléchissent à l'idée de manger en pilule, hein, ou de manger en poudre, mais massivement, en fait, c'est surtout un imaginaire qui est projeté par ceux qui n'en veulent pas et qui vont vous dire: «Nous, on veut une alimentation qui n'est pas celle, mainstream et pas celle que les industriels veulent». En fait, les industriels, globalement, ne veulent pas non plus cet imaginaire, mais ça permet à certains collectifs de se positionner et c'est en ça que c'est vraiment un imaginaire épouvantail qui traverse l'histoire.
Et donc, quand on travaille sur les imaginaires, l'enjeu, c'est justement de retrouver ces imaginaires zéro qui ont initié une vision et de voir comment cette vision, elle se redéploie et elle influence, nos projets pour justement prendre du recul avec ces visions et essayer de trouver des alternatives et ça, c'est vraiment un des aspects importants de notre travail, c'est de prendre du recul avec les altern avec ces visions. Et si je reviens sur General Electric et puis General Motors qui a aussi travaillé avec Disney à la même époque, eh bien, on voit qu'ils avaient une vision notamment de la mobilité qui est celle qu'on continue d'avoir aujourd'hui, à savoir, ben, des véhicules qui vont à un moment donné être guidés. Et là, le petit film que je montre pas, dans les années 50 raconte déjà cette histoire d'amis, d'une famille, qui voyagent et puis qu'à un moment donné, vont mettre leur véhicule en mode automatique et puis qu'à un moment donné, vont appeler le towerman, une personne dans une tour au bord de la route, pour les aider à les guider et à leur donner le meilleur chemin. Alors, à l'époque, il n'y avait pas l'idée d'un smartphone avec une application qui donnerait la meilleure route, mais il y avait quelqu'un qui, avec ses jumelles, pouvait dire: «Ben voilà, continuez l'autoroute sur 15 kilomètres. Après il y a des encombrements et on vous recommande une voie alternative» et la voiture autonome, eh bien, automatiquement prenait cette voie. On a exactement les prémices de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et qu'on fait depuis des années. Quand on travaille sur la mobilité, eh bien, notre objectif, c'est justement prendre des reculs avec ces visions-là pour chercher justement à explorer des nouvelles voies. Et ces nouvelles voies peuvent être aussi, à l'inverse, d'aller chercher des manières de représenter l'avenir qui ont été oubliées. Dans le premier cas, on parle de lignées fortes. Les lignées fortes, c'est quand les imaginaires tendent à nous dominer et à raconter une histoire toujours la même et qui s'impose à nous, et l'enjeu, c'est de prendre du recul. À l'inverse, il y a des visions d'avenir qui ont été abandonnées et qu'on pourrait peut-être réexploiter. Si je reste sur la mobilité, on voit avec, le cas de General Motors toujours, que les représentations de l'époque parlaient beaucoup de famille et on voit qu'on est dans du jeu. Alors c'est symptomatique des années 50 aux États-Unis, hein, centré sur la famille, une société du loisir, donc c'est quelque chose qui est tout à fait dans son temps. Aujourd'hui, quand on regarde des imaginaires de mobilité autonome, c'est pour quoi faire? C'est pour optimiser son temps, c'est pour travailler. Donc là, il devient intéressant de se dire: «Tiens, est-ce qu'il y a pas une lignée d'imaginaire un peu faible, qui n'a pas perduré, qu'on pourrait réinvestir?» qui serait de se dire: «Et si demain notre mobilité automatique, elle faisait autre chose que d'être productive, mais au contraire nous permettait des formes d'oisiveté, des formes de repos?» Et bien ça nous permet de repenser complètement l'usage de la voiture autonome. Donc lignée forte, lignée faible, ce sont des outils très concrets qu'on va mettre en œuvre pour justement valoriser le fait que les imaginaires ont un impact très fort sur le monde et essayer de prendre du recul dans les projets qu'on va construire. Quand on fait ces projets, non seulement on va attaquer les lignées fortes, lignées faibles et on va aussi se dire: «Bon, qu'est-ce qu'on voit massivement quand on regarde des imaginaires?» Je reste sur la mobilité. Un imaginaire classique, c'est ce que vous voyez là, des villes avec, des voitures de partout, des voitures volantes, une forme d'hyperdensité de mobilité et de véhicules capables de rouler de voler dans les airs, de rouler sur les murs, bref, une hyperdensification. On pourrait se dire que ça, c'est une vision dominante et que si on veut analyser les imaginaires, on va se contenter de témoigner de cela. Heu, Quand on travaille sur les imaginaires, une fois qu'on a pris le pouls de ce qui est dominant, on va regarder les détails des interactions. On va regarder ce qui se passe vraiment à l'échelle des interfaces homme-machine, à l'échelle de la manière dont les objets, l'environnement, les usagers créent des collectifs efficients. Et donc, plutôt que de regarder la voiture volante, qui est pas un phénomène très intéressant en soi, qui nous dit juste quoi? Notre désir de mobilité, totale, mais qui vraisemblablement jamais n'arrivera parce que c'est un objet qui est très problématique. Mais si on regarde le détail des fictions qui parlent de ces œuvres, on voit des choses qui peuvent être très intéressantes. Par exemple, ici, dans Retour vers le futur 2, bon, la voiture a été volée par quelqu'un qui sait pas bien la maîtriser, mais on voit sur le côté des routes, des petites bandes de lumière. Ces bandes de lumière, c'est des moyens dans le film qui ont été imaginés pour permettre de penser le stationnement de véhicules volants. Quand vous volez, ben, vous voyez pas très bien ce qu'il y a en dessous de vous, donc bah, il faut indiquer ici on peut se parquer, ici on peut pas, avec des codes couleurs. Évidemment, ça vous fait penser à ce qu'on trouve aujourd'hui dans les parkings, hein. Quand on rentre dans un parking souterrain, on va avoir, ces codes couleurs qui nous guident. Eh bien, c'est typiquement une forme de créativité dans les œuvres de fiction qui sont très vertueuses et qui vont nous permettre, d'explorer l'avenir avec une nouvelle curiosité, qui vont nous permettre d'aller chercher dans ces imaginaires des regards un peu différents pour alimenter nos projets et ne pas nous contenter de reproduire ce qui existe déjà, mais d'ouvrir des nouvelles manières de faire et de représenter le futur. Pour essayer d'aller justement un peu plus loin dans cette voie et de se dire: «OK, on peut analyser les imaginaires, il faut prendre position, c'est important. Comment j'agis maintenant? Comment je travaille à créer des imaginaires?» Je voudrais vous proposer une petite séquence et là, je vais, repasser
la main à Pierre ou à Ahmed pour, diffuser le petit film de l'arrêt Tim que je voulais que vous puissiez voir. Ouais, je suis passé sur mon écran à mettre si tu veux bien, hop. Allez, je vous lance la vidéo. Je vois qu'il y a de plus en plus de connectés. Pour remettre dans le contexte, on est à moins d'1 kilomètre actuellement du général Asdrubal, le centre névralgique de l'hyper-forteresse. Je vais essayer de me rapprocher pour avoir des images un petit peu plus sympas. Et le bâtiment, on le voit, le bâtiment il a déjà été touché au niveau de l'îlot. Et ce que vous voyez là au fond, c'est les attaques qui s'intensifient. Et il y a un deuxième impact. Il y a un deuxième impact sur le général. Je vais essayer de prendre de la hauteur pour mieux voir ce qui se passe. Mais c'est fou. Et c'est confirmé. Il y a effectivement un deuxième impact sur le général. Et j'ai perdu le drone. J'ai perdu le drone. Ouais, j'ai perdu le drone. Je sais pas qui l'a battu, mais bon, en tout cas, je vais en profiter pour refaire un point quand même sur ce qui s'est passé, sur toute cette situation qui vient d'arriver pour ceux qui nous rejoindraient. À 7h GMT, il y a eu des tirs qui ont commencé sur eh bien, le général Asdrubal. Un rôdeur hyper véloce a enfoncé le bouclier rapproché. Il a traversé ensuite le barrage de saturation. Il y avait le premier impact sur l'îlot. Et le second, beaucoup plus violent, celui-ci au niveau du milieu du navire. Et ensuite, j'ai perdu la connexion, quoi. Donc, je vais essayer de me connecter à un autre drone pour voir si je peux pas avoir d'autres images. Et on se retrouve tout de suite après. Voilà, merci Pierre d'avoir diffusé la vidéo. Donc ce que vous venez de voir, bah, c'est une des œuvres de fiction qui ont été créées dans le cadre d'un projet qui s'appelle la Red Team des armées françaises, que j'ai le plaisir d'animer avec Nicolas Mainviel du collectif Making Tomorrow, et où notre travail consiste justement à, là pour le coup, à permettre à des auteurs de science-fiction, parce que c'est eux qui font l'essentiel du travail, des auteurs de science-fiction, des designers, des auteurs de bandes dessinées, et cetera, de mettre en récit, des futurs possibles qui viennent, mettre en défaut, qui viennent bousculer une organisation, pourtant, très habituée à ce prochain avenir qui est l'armée qui sont les armées françaises. Et l'objectif de ces récits, c'est non plus cette fois-ci de regarder ce qui a été raconté sur les futurs d'un domaine d'activité qui est ici la conflictualité, mais de bousculer la manière que l'on a de se le représenter, de projeter avec des scénarios, des histoires qui mettent en alternative et qui, à différents aspects, vont, regarder l'avenir autrement que tel que cela est fait par ces organisations et notamment l'armée et d'autres clients. Avec objectif, bah, de préparer l'avenir et d'avoir des réponses qui soient inédites. Et bien, cette pratique, vous voyez ici dans le petit scénario que vous avez vu, hein, bon, une partie d'entre vous, vous êtes sur Twitch, eh bien, on est sur une sorte de Twitch du futur. C'est une sorte de journalisme, voilà, qui est 3, 4, 5.0. On a un bâtiment, voilà, qui est attaqué par des nuées de drones. Alors les drones sont déjà là, mais là, on leur a donné une intensité, d'action qui est pas du tout celle qui est possible aujourd'hui. On a été touché, voilà, de diverses manières, des futurs potentiels, avec pour objectif de donner à penser et d'ouvrir de nouveaux scénarios d'avenir, de nouvelles manières de concevoir, et de faire bouger ainsi les lignes d'une organisation telle que les armées françaises. Eh bien, cette pratique qui consiste à dire: «Bah, maintenant, construisons nos imaginaires pour bousculer, pour aider à réfléchir autrement», c'est le design fiction. C'est cette pratique volontariste de construire, de prototyper, des mondes, heu, de manière à challenger, l'incrédulité face au changement. C'est le propre de toute organisation, c'est de regarder l'avenir avec un certain prisme. Je vous l'ai montré pendant toute cette première partie de mon exposé. Eh bien, l'objectif, c'est de bousculer cette vision, d'arriver à opérer un décentrement, et ça passe par la mise en crédibilité de quelque chose qui aujourd'hui n'est pas perçu comme probable, mais du coup qui pourrait le devenir, et s'il devenait, aura des impacts très forts. Et pour faire ça, il y a un enjeu de mettre en crédibilité des hypothèses un peu radicales, en combinant des aspects scientifiques, hein, de parler de choses qui sont, plausibles, d'avoir un design, et on va en parler un peu, qui permet de rendre,
ordinaires et presque banales, d'où ici le Twitch, hein, qui est une forme banalisée de reportage dans le futur, et de science-fiction, d'hypothèses radicales qu'on va assumer, comme on l'a vu avec H.G. Wells, pour mettre en mouvement et aider à imaginer d'autres manières de pratiquer. Ce champ du design fiction, voilà, il est très débattu aujourd'hui. Il y a de plus en plus d'acteurs qui se positionnent. Il a une dizaine d'années véritablement. Avec Nicolas, on a essayé de mettre un peu en cartographie cet univers qui est foisonnant, en disant: «Bah, finalement, il n'y a pas un design fiction, mais des design fiction, qui vont chercher à atteindre des objectifs un peu complémentaires». Et je voudrais, vous présenter, succinctement, brièvement, quelques-uns de ces objectifs, et vous montrer qu'en fait, les formes que le design fiction va prendre, va justement, être différente en fonction de ce que l'on veut faire. Selon que l'on cherche à critiquer, à avoir vraiment une posture de déconstruction de la vision que l'on a des choses, ou au contraire, on est plutôt, dans une forme de neutralité parce qu'on veut, réfléchir sans, point de départ? Et est-ce qu'on est plutôt dans l'idée qu'on veut bousculer une manière de penser le monde, d'avoir une vision sur les choses? Ou est-ce qu'au contraire, on est plutôt dans l'idée qu'on veut engager l'action, qu'on est plutôt là pour enclencher quelque chose? Et de là, on peut imaginer 4 formes un peu différentes de manières de mettre en récit ces futurs perturbants pour créer des effets un peu différents. Alors, je vous illustre rapidement ces 4 domaines, hein. Le premier domaine, c'est un domaine du design critique, hein, qui consiste à dire: «Ben, on veut mettre, en tension les projets d'aujourd'hui, on veut en montrer les limites et donc on va représenter de manière, un peu exagérée, finalement, certains défis inassumés, certains pardon, pas certains défis, mais certaines visions inassumées, un peu implicites de, de ce qu'est, les choix de société». Donc là, par exemple, cette production de Takram, qui a été présentée à la Documenta de Cassel, c'est une sorte de présentation de ce que serait un humain augmenté de dispositifs de récupération d'eau. Et ce que ça vient mettre en critique, c'est notre capacité collective à régler les problèmes de l'approvisionnement en eau, en disant: «Bah, dans le monde du futur, si on ne fait rien collectivement, ce serait une entreprise individuelle et chacun achètera les moyens de s'approvisionner en eau». Donc rien qu'en mettant en scène de manière crédible, hein, vous voyez, avec une technologie qui ressemble à quelque chose qui fait, entre guillemets, «futuriste», sans qu'on puisse très bien déterminer de quoi il s'agit, eh bien, ça montre les limites implicitement de ce que l'on est en train de faire collectivement. La force du design critique, c'est de montrer les limites. Là où le design fiction, peut faire plus, c'est de dire: «Ici, on voit bien qu'on est dans l'idée de pointer du doigt une faiblesse qui a déjà été définie initialement par le concepteur». Takram sait très bien ce qu'il veut dénoncer et le collectif qui pratique ça a déjà fait un choix. Donc on est moins dans la réflexion sur ce qu'on pourrait faire que dans, communiquer, une attention à un risque. Une deuxième approche, c'est ce qu'on appelle les parafictions. Autant Takram et ce genre de fiction et qu'on voit beaucoup de design critique, eh bien vous allez les visiter dans des musées, dans des installations, des galeries, on sait qu'on est là pour réfléchir ou pour être bousculé. Autant, dans certaines circonstances, ces imaginaires vont s'inscrire dans le réel de manière, surprenante et à notre corps défendant. Il y a un exemple, qui me touche beaucoup en tant que Belge, c'est ce documentaire qui s'appelait «Bye Bye Belgium», qui est sorti en 2006, mais qui racontait la fin du pays, la séparation, en tout cas l'indépendance de la partie nord du pays, de manière unilatérale, qui impliquait forcément mécaniquement la disparition de la Belgique. Et vous savez qu'en Belgique, c'est un sujet politique, très ancien, l'articulation des différentes communautés et régions. Sauf que c'était pas un documentaire, classique qu'on regardait à la chaîne télévisée, comme on regarderait un documentaire animalier. C'était au moment du JT, édition spéciale, il se passe quelque chose en direct et pendant plusieurs minutes, on a eu le reporter, star de l'époque qui nous a présenté la situation comme si elle était authentiquement en train de se dérouler. L'objectif, c'est de choquer, c'est de bousculer, c'est de faire réagir et de dire: «OK, ce futur est possible, je suis en train de le vivre et pour que j'y croie, eh bien, il faut qu'à aucun moment, initialement, on m'ait prévenu qu'il s'agissait d'une fiction». Et ici, on brouille la frontière entre la fiction et la réalité volontairement pour donner à réfléchir et mettre en tension un collectif. Je donne un autre exemple ici sur un autre média, beaucoup plus récent, à l'université de Louvain-la-Neuve, qui est un campus universitaire, c'est une ville nouvelle qui s'est construite autour de l'université en Belgique. Il y a 2 ans, il y a eu sur Facebook, il y a eu, un personne qui a témoigné, je crois qu'initialement c'était, oui, elle a été violée. C'est une jeune femme qui expliquait qu'elle a été violée sur le site du campus. Alors évidemment, ça a généré énormément de tollé. Pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, elle racontait des épisodes, de la difficulté qu'elle avait eue de vivre ça évidemment.
mais aussi après, d'en parler, qu'elle n'avait pas été écoutée, etc. Et donc c'est 100 000 personnes qui ont suivi ces épisodes, ce qui est juste gigantesque, hein, sur une ville qui elle-même en fait 50 000 personnes. Et progressivement, on a révélé que c'était une histoire racontée pour mettre en tension le les membres de cette communauté étudiante, les membres du corps enseignant, pour qu'ils soient sensibilisés à la réalité, de ces défis, de ces défis, de cette réalité sordide, mais qui est là, malgré tout, et de prendre position et d'en faire un objet sur lequel collectivement, on va décider d'agir et de faire quelque chose. Et la force de ces fictions, c'est qu'à un moment donné, elles vont masquer leur caractère fictionnel, ce qui va élargir leur audience et venir chercher un réservoir d'émotions qui va être un moteur pour l'action pour la suite. Évidemment, vous voyez très bien dans ces 2 exemples qu'on est dans les limites, de l'éthique, que ça pose des questions de qui le fait, pourquoi, est-ce qu'on est en train de manipuler, est-ce qu'on est encore capable de réfléchir réellement quand on a été pris dans ces fictions? Aujourd'hui, évidemment, ça évoque la fake news, mais on trouve intéressant de préserver ce côté authentique parce que la force du design fiction, notamment, une de ses forces possibles, c'est cette capacité à brouiller les frontières et à générer de manière massive des réactions. D'autres fictions vont au contraire, et c'est notre troisième modèle, se dire, bah, là, on est moins dans l'idée qu'on va mettre en mouvement pour agir, hein, c'est le cas des deux précédentes. Il y a une portée critique. À la différence du design critique, on veut vraiment enclencher une action et derrière, il y a eu des propositions qui ont été faites, il y a eu des réunions qui ont été organisées pour trouver des solutions. Ici, on revient sur quelque chose qui paraît beaucoup plus, ordinaire, qui est moins jugeant. C'est-à-dire que là, dans cette, vidéo de Simone Rebodengo, il a imaginé, une petite vidéo Teacher of Algorithm, une arrière-boutique où on vient donner ces objets connectés déficients pour qu'ils soient rééduqués, comme on rééduquerait des animaux, avec des mécanismes très pavloviens. Il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de vision critique du monde, ou très peu, hein, ça pose la question de la récupération, de la maintenance, mais vraiment en filigrane, c'est très doux. On est plutôt dans le même, dans l'objet, qui circule au sein d'une société, mais qui aide à propager des réflexions, des regards décalés sur les choses. Et la force de ce même, bah, c'est précisément son caractère très dirty, très, banal. Ça ressemble à, vous voyez, il y a rien de futuriste au sens de faire futur, raconter qu'on est dans l'avenir. On est dans quelque chose qui est quasiment déjà là. Et c'est la force justement de cette modalité qui va utiliser des mises en scène très banalisées. Et puis la dernière catégorie, ça va être, de travailler sur l'innovation elle-même, de dire, ben, on veut mettre en mouvement un collectif, on veut lui donner des briques de futur pour ouvrir son champ des possibles et on veut le mettre en mouvement pour qu'il propose des propres réponses, spécifiques. Et ici, dans ce cas-là, on va maqueter des futurs, on va essayer de les tangibiliser, de manière à crédibiliser ces futurs, mais aussi à donner envie d'en créer des alternatives qui appartiennent aux acteurs concernés. Donc concrètement, dans ce projet, on a, donc le concept, la design fiction, qui est présentée, c'est une entreprise fictive, On Limit, qui vous permet d'acheter de la viande n'importe où, parce que son emballage, eh bien, il se dégrade à la cuisson. Et donc vous pouvez en revenant, voilà, vous revenez, de centre-ville, vous passez, dans une petite boutique, hop, vous emportez votre viande dans un frigo à viande, ça peut être dans une supérette, comme ça peut être presque dans une bibliothèque, peu importe, on les a vraiment positionnés partout. Et le soir, vous cuisinez et il y a pas de packaging, et vous avez une viande qui est propre. On a présenté ça dans un événement où il y avait des politiques européens qui étaient présents, c'était un programme Interreg, comme étant le fruit du résultat de chercheurs, qui s'étaient réunis, pour imaginer l'avenir de solutions, éco-responsables, sur les territoires français et belges. Et on a demandé aux politiques de se positionner, dans quelle mesure les chercheurs de l'INRA et autres ont bien fait d'imaginer ces visions. Évidemment, bah, c'était fictif, mais on ne leur a pas exposé directement. On les a mis en situation d'y réagir, d'exprimer les limites qu'ils trouvaient à cela, les intérêts, et puis on a dévoilé le caractère fictionnel et à partir de là, on a pu à la fois bénéficier de l'engagement qu'ils avaient mis dans leur vision pour dire, ben, oui, c'est interpellant, il faut aller là-dedans, mais en même temps, on va trop loin si on va à ce point dénaturer la relation à la viande. Hem et on a pu proposer des alternatives qui ont constitué la suite du projet. Et ça, c'est vraiment l'objectif de ces objets de fiction qui aident à innover, c'est de dire on vous met on vous confronte à une réalité qui n'est pas encore là et on vous aide à partir de ce futur qui est décrit, ces récits qui sont mis en scène,
de trouver les ingrédients d'une alternative qui vous appartienne, l'objectif n'étant pas d'imposer une vision, comme dans le design critique, qui par nature prédéfinit le bien et le mal, la direction positive et la direction négative. Cette méthodologie, on l'emploie auprès d'acteurs privés, auprès d'acteurs publics. Ici, on travaille avec voilà, l'île de la métropole de Nantes à imaginer des futurs pour son territoire, et on le fait sous forme d'un journal qui raconte ce qui se passera dans l'avenir, de manière à ce que les acteurs de ces groupes de réflexion qu'on anime se confrontent à des visions d'avenir pour derrière détricoter ces visions et dire moi finalement je préférerais une alternative à ce que vous montrez. Ça, je ne savais pas trop, mais maintenant quand je le vois, quand je le lis, quand je l'écoute, parce qu'on travaille avec ces différents médias, ça m'agresse et j'ai envie d'autre chose. Donc on aide à clarifier les futurs préférables. Et enfin, c'est aussi une méthodologie qu'on va utiliser, typiquement, moi, je reviens sur l'alimentation, pour projeter l'avenir de différents secteurs d'activité. Donc là, typiquement sur des projets sur les futurs de l'alimentation, on va jusqu'à designer des produits alimentaires alternatifs fictifs pour confronter des consommateurs à des produits qui n'existent pas, en leur prétendant momentanément qu'ils existent, pour les faire réagir sur la base véritablement des effets que ça leur fait de projeter ce futur, pour enfin détricoter avec eux ces projets, puisqu'on leur explique que tout ça est fictif, et mieux préciser un futur préférable dans le domaine d'activité. Et c'est vraiment ça l'enjeu, et c'est un peu une forme de wrap-up de ce que je vous ai dit jusque-là. C'est finalement comment faire pour avoir une appropriation des futurs qui soit saine, qui soit authentique, et qui échappe aux futurs dominants dans lesquels on est baigné à notre corps défendant, et qui peuvent générer voilà, des attentes un peu fortes sur l'avenir. Et ça, c'est vraiment l'enjeu de cet outillage. J'abuse un peu avec le temps. Pierre, est-ce que je peux encore prendre 10 minutes de présentation avant qu'on passe à un temps de questions? Ça, Oui, il c'est y a pas OK? de souci. Ou tu préfères qu'on close et qu'on dialogue et c'est très bien comme Vas-y, ça? vas-y, non, il y a pas de souci, on peut y aller et puis n'hésitez pas à commencer à poser vos questions, on rebondira dessus après. Donc OK, vas-y, super. vas-y. Je te remercie beaucoup. J'ai un peu pris plus de temps que prévu et je m'excuse. Je voudrais finir un peu par voilà, quelques petits ingrédients pour rester vraiment sur cet enjeu de conception et d'être au plus près de vos métiers. Donc, je vais passer quelques slides, je m'en excuserai. Euh, Ces objets de fiction, pour qu'ils aient un impact, il y a un certain nombre d'ingrédients empiriques qu'on a commencé à éprouver, que la communauté des gens qui font des design fiction commençait à identifier, et je voudrais les partager avec vous pour voilà, vous accompagner dans vos projets personnels et étudiants et autres. La première, c'est de dire que ces objets de fiction sont intéressants quand ils viennent mélanger de la provocation avec quelque chose de très crédible. Il y a vraiment ce défi par rapport aux visions de Microsoft qu'on voyait tout à l'heure, qui sont des visions très lisses, où tout fonctionne. Alors je dis Microsoft, mais c'est à peu près toutes les entreprises, hein. Les futurs fonctionnent toujours très bien. Il y a pas de câble, il y a pas de voilà, il y a jamais besoin d'appeler un call center pour dire que ça marche pas. Une bonne fiction qui nous fait réagir, qui nous fait réfléchir et qui nous fait penser mieux, eh bien, elle nous provoque, mais elle nous provoque pas trop non plus. Elle vient distiller des ingrédients qui vont nous donner l'envie de débattre sans pour autant nous apporter les réponses attendues. Deuxième élément, c'est qu'il y a un vrai enjeu de mise en crédibilité. Et ça, si vous connaissez, enfin vous connaissez, j'en suis sûr, des séries comme Black Mirror, ce qui est intéressant, c'est que les concepteurs de la série vous expliquent que c'est la manière qu'ils ont de penser la représentation de l'avenir, elle est hyper banalisée, au point de même encourager des mobiliers, une esthétique liée aux années 50-60, qui sont un peu dépassées, mais qui précisément, par ce caractère très connu, vont permettre de rendre crédibles les technologies innovantes qui sont à l'intérieur. Et donc il y a vraiment ce défi, voilà, de créer des fictions, qui, dans un environnement banalisé, ordinaire, qui ne sont pas, qui ne font pas, Star Trek, où on sait déjà, qu'on est dans l'avenir et qui du coup nous font prendre du recul. Troisième élément que je voulais présenter comme bonne pratique, c'est d'arriver à mettre en tension un bénéfice potentiel et un risque plausible. Il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur dystopie versus utopie. Est-ce que les imaginaires sont pas trop sombres? Est-ce qu'on ne devrait pas réinventer des imaginaires positifs? Dans un sens, oui, collectivement, on peut se poser la question, est-ce qu'on est capable de raconter des récits? Quand on travaille sur la design fiction, notre expérience, c'est de dire, si on est sur quelque chose de trop sombre, eh bien, on empêche la réflexion, on tétanise, on est juste perdu face à quelque chose voilà, qui est trop néfaste. Et si on est sur du futur positif, eh bien, on est dans la copie. En fait, on réfléchit beaucoup moins bien.
On est plus dans la quête de solutions et finalement, on recopie l'aspect négatif de ce qui est positif. Dit autrement, on dit: «Bah, ça a marché ailleurs, on va le faire ici», mais en fait, il y a plein d'impensés et on ne les pense pas précisément parce que ces futurs trop positifs nous empêchent de penser. Et donc typiquement, un des premiers projets iconiques du design fiction, c'est cette dent connectée d'Auger et Loiseau. Ils avaient imaginé un appareil qui se mettait dans la bouche et qui permettait de communiquer, qui a été perçu comme une vraie, entreprise, alors que c'était une fiction spéculative et qui a été jugée, très cool, qui a ouvert des débats. Pourquoi elle était intéressante, cette dent? Parce qu'à la fois, tout de suite, elle posait des problèmes sur le fait de mettre dans son corps une composante électronique, mais en même temps, elle rendait des services, authentiques et intéressants. Et donc les débats derrière sont beaucoup plus intéressants que dans certains travaux de design critique où il est difficile de ne pas être contre l'œuvre de fiction et on reste plutôt dans une sorte d'impensé, une sorte d'impensé. 4e, point que je voulais vous partager, bah, c'est qu'une fiction, elle est souvent représentée par une offre ou un service, parce que c'est une facilité narrative de commencer par un produit nouveau, de montrer: «Tiens, voilà, ça existe, c'est crédible». En plus, on est habitué à avoir des nouvelles choses dans son environnement, donc pourquoi pas un nouvel objet, nouvelle offre. Mais le but, c'est de faire un point de départ pour suggérer des récits à partir de cette tangibilisation. Et donc là, je donne l'exemple de ce projet de Coulton et collaborateurs, des chercheurs, britanniques qui travaillent sur ce qu'est le design fiction. Bah, ils ont imaginé une bouilloire connectée. En soi, c'est interpellant, mais ce qui est vraiment très chouette, c'est qu'ils ont imaginé différents scénarios, différentes mises en récit de ce potentiel monde de bouilloire connectée pour questionner les différents rapports aux objets connectés, comme: «Et si ma bouilloire connectée à Facebook me prévenait que mon meilleur ami passait dans le coin?» et se mettait toute seule à chauffer pour préparer le thé de ma visite. Donc ce qui est vraiment important, c'est, cette ouverture au monde. Et puis dernier point que je voulais partager, heu, on est vraiment dans de la conception UX design, on crée des interactions, on crée des expériences. Le diable est dans les détails, exactement comme lorsqu'on conçoit des appareils, absolument, ordinaires. Et donc c'est vraiment cette capacité à rendre crédible et fonctionnel et à penser à l'ensemble des détails qui va faire que ces petites fictions, vont nous interpeller. À l'instar de ce projet, fait par, des New-Yorkais, qui sont allés positionner, des, fictions dans des boutiques avec des objets que vous voyez devant vous, qui sont, factuels, mais dont tous les éléments de mise en scène et d'interaction ont été pensés avec un mode d'emploi qui permettent, de suggérer la manipulation et donc d'améliorer, la réflexion et la mise en visibilité. Donc il y a vraiment ce défi de concevoir ces objets dans un environnement qui n'existe pas, qu'on prend le soin de travailler initialement, mais qui nous mettent en situation, d'expérimenter pleinement parce que la conception s'est pas contentée d'être une idée ou une provocation, mais véritablement un objet allant, jusqu'au bout des choses. Et c'est de cette provocation qu'on tire une force assez importante et je voulais finir par une petite vidéo, pour vous montrer effectivement un autre exemple de design fiction que je trouve assez sympa, qui, vous allez le voir, très vite assume son caractère fictionnel. Donc, on est plutôt dans une logique de design critique, mais montre aussi que cette idée de partir d'une offre pour suggérer un monde, eh bien, a vraiment un vrai pouvoir d'interpellation. Et c'est déjà une des forces du design fiction, c'est de créer des interpellations et des envies d'agir. Et donc, je vous laisse avec cette dernière vidéo avant qu'on prenne du temps pour échanger. Donc, Pierre, je te laisse la main. Ouais, encore une fois, Ahmed, je veux bien que tu switches sur mon stream. Salut, je suis aux Philippines et c'est ici où je prépare mon prochaine expédition pour aller au pôle Nord. Et comme vous le voyez, il y a encore pas mal de boulot. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pour vous parler d'un nouveau produit que j'ai découvert qui va être bien utile pour cette nouvelle aventure. Ça s'appelle Aeroclean Nation. C'est hyper simple. C'est un ballon de haute altitude équipé avec une cartouche d'hélium pour envoyer vos déchets directement dans l'espace. Vous prenez un sac poubelle classique et vous pouvez le remplir jusqu'à 5 kilos. Puis vous gonflez les ballons en 10 secondes grâce à cette cartouche d'hélium. Quand tu marches sur la banquise pendant des jours et des jours, le stockage de déchets, c'est vraiment un problème. Avec ACN, plus besoin de stocker. En plus, avec l'application ACN, tu peux voir en temps réel où est ta poubelle dans l'espace. Là, par exemple, elle est déjà à 5 km d'altitude. Et ça, je trouve génial, non? Vous êtes intéressé? Rendez-vous sur aerocleannation.com.
Alors avec le surtitrage automatique de YouTube en plus, c'était parfait. On était dans la dans la métafiction. C'était magnifique, Mais voilà, je finis avec celle-ci parce que vous voyez, on a vraiment tous les ingrédients d'une design fiction, hein. On se retrouve avec, un produit, un service dont on a vraiment les différents, moments d'usage et c'est cette mise en crédibilité qui va faire que l'interpellation, elle est vraiment puissante et efficace et donc cette capacité à spéculer et à assumer la spéculation dans laquelle on est, qui va créer les ingrédients de l'interpellation ici sur, les limites du tout numérique comme solution à nos problèmes, les limites de réponses qui sont locales et pas globales. Enfin voilà, c'est vraiment ça que c'est un objet de fiction vraiment intéressant et donc c'est vraiment ça le message que j'ai essayé de partager avec vous, hein, c'est les imaginaires de la science-fiction sont des vrais outils puissants de notre société, qui ont un impact considérable sur, nos manières de vivre, nos manières de projeter les choses et avec le design fiction, mais pas que, avec finalement, les outils que j'ai évoqués, avec le fait de travailler sur ces imaginaires, on se met en capacité de penser loin, de penser large et surtout de s'extraire de certains impensés qui nous empêche voilà, de regarder des solutions un peu radicales, un peu inédites et c'est vraiment les défis, auxquels je pense, le design en général, l'UX design aussi, a vraiment quelque chose à amener pour tous les ingrédients que j'ai présentés et je m'arrête là. Enfin, je m'arrête là pour la partie présentation, je prends des questions avec plaisir. Merci Ouais, beaucoup merci. Olivier. Avec plaisir. Ah, c'était vraiment très riche et très, très intéressant. Il y a déjà plusieurs questions effectivement qui ont été posées. Je vais laisser, Morgane, prendre la suite, pour, te les donner et je suis d'ailleurs en train d'en rédiger une moi-même. Ah, d'accord. Alors, on a une première question de Thibaut. Est-ce que le design fiction peut se donner certaines limites, notamment culturelles ou religieuses? Par exemple, ne pas modifier certaines conventions religieuses par peur d'offenser certaines personnes. Oui, c'est une très bonne question et même en allant, bien moins loin que ces aspects très macro que sont la religion et les cultures, c'est toute démarche de ce type va devoir définir un périmètre de, ce qu'on est prêt à bousculer, en fait et ça va beaucoup contraindre le choix du design fiction par rapport à ce que j'ai montré tout à l'heure, entre la parafiction qui vient vraiment assumer de un peu faire mal. Théoriquement, c'est vraiment la définition de la parafiction, c'est vraiment d'accepter de blesser émotionnellement. Et quand on travaille avec des entreprises, évidemment, on va avoir des consignes un peu plus fortes, d'image, aussi voilà, de pas venir, blesser les susceptibilités et c'est des débats parce qu'on nous, on pense qu'on a matière à venir bousculer pour vraiment aller plus loin dans l'action et qu'évidemment, quand c'est fait de manière bienveillante avec un cadre qui accompagne la réception de la fiction, on peut aller plus loin. Dans certains cas, on ne le fait pas et c'est vrai qu'il y a une démarche très connue, par exemple d'IKEA qui avait fait une design fiction, ils ont fait un catalogue, fictif. Ils ont mis un gros cachet dessus qui dit: «Ceci est une design fiction, c'est une spéculation, c'est pas vrai». Donc ils ont vraiment dit: «Attention, à toute coïncidence avec des personnages blabla». Donc c'est vrai que nous, on prend soin de ça, jusque dans le choix des acteurs quand on fait une vidéo, voilà, qui on représente. Donc c'est plein de questions, mais il y a pas une réponse standard, c'est vraiment en fonction de l'audience et des sujets. On va plus ou moins s'autoriser de la latitude et c'est toujours une négociation avec le client, l'interlocuteur qui a sollicité la démarche. Hmm, ok. On a une autre question de Popoloasis. J'ai un peu de mal à différencier design critique, parafiction, science-fiction étendue et innovation. Si tu devais les résumer chacun en un mot, ce serait lequel? En un mot, c'est ça? En un mot, oui, enfin en Ouais, je vais quelques faire mots. une phrase courte, ouais, parce que sinon je vais dire, parafiction, critique et innovation et on n'aura pas compris. Ah, donc design critique, c'est un design qui assume son parti pris moral, qui a déjà défini, ce qui était, bien et mal, ce qu'il fallait plus ou moins faire ou pas et qui va, le démontrer par une médiation réaliste. Parafiction, c'est quelque chose qui est pour faire réfléchir. Parafiction, c'est quelque chose qui va venir qui va faire semblant d'exister pour heurter nos sensibilités et nous donner envie de réagir et de prendre position, mais donc d'être vraiment dans l'action par rapport à ça. Science-fiction étendue, c'est plus un aspect esthético-ludique qu'on retrouve dans la société en général, qui est de dire on vient brouiller les frontières entre le vrai et le faux, comme dans les parafictions, mais là, il n'y a pas d'intention morale. C'est vraiment les mêmes, les jeux, c'est comme on voit voilà, Star Wars mis sur une scène à Las Vegas, parmi les très connus,
C'est des choses ludiques, c'est la culture pop qui s'exprime et c'est plutôt un réservoir à créativité. Pour l'innovation, c'est une vision qui est plutôt agnostique, donc on n'a pas prédéfini ce qu'était la réponse à apporter. L'idée, c'est de mettre en mouvement un collectif en ayant une vision, où on prend plus de soin à montrer les pour et les contre d'une situation pour aller plus loin pour mettre en mouvement, trouver une alternative et puis, bah, innover, proposer, des offres, pour demain qui soient préférables. OK. Donc vraiment utiliser en fait en fonction des contextes dans lesquels tu peux intervenir, quoi. Exactement. Il y a toujours, alors la design fiction ne s'arrête pas dans la création du scénario, ce qui est parfois un peu la limite de enfin, quelque chose que je constate et qui est dommageable, hein, c'est qu'on parle des design fiction en s'attachant à décrire la fiction elle-même, alors qu'en réalité, elle n'a de sens que dans le contexte de réception et parfois il y a des projets qui sont très, très cool, mais qui sont juste montrés comme une chouette vidéo et puis après, so what? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on va? Et là, de mon point de vue, du point de vue du collectif, on se dit que c'est un exercice raté. Il faut être Mmh. on a une vision un peu critique vis-à-vis de ça, mais on se pense que la design fiction n'a de sens que dans l'environnement où elle est reçue, en lien avec les effets qu'on veut générer et donc il faut penser l'aval autant que l'amont de la design fiction. OK, super intéressant. On a une question de Chloé. Quels, outils ou méthodes utiliserais-tu pour faire émerger des idées et les matérialiser? Partir de l'abstrait pour aller vers le concret? En design fiction, c'est l'inverse, c'est partir du concret pour aller vers l'abstrait. C'est-à-dire qu'on joue beaucoup sur, des tangibilisations hyper concrètes. Ce que je vous ai montré, ben, voilà, c'est une viande dans un plastique. Il y a Mmh. pas plus concret que ça et le point de départ, c'est cette fiction et qu'est-ce qui se passe autour de ça? Donc après, nous, Mmh. on a mis en place un certain nombre d'outils pour animer et essayer de travailler des ateliers. La petite minute d'autopromo, c'est de vous dire qu'on a fait un petit livre sur le sujet avec des méthodes, dont vous trouverez les références. Alors il est en anglais gratuitement, sur le site de Making Tomorrow et puis, il est à la vente en français, mais bon, c'est pas le but d'en vendre aujourd'hui, mais plutôt de vous dire que voilà, on a et d'autres le font, hein, mis en place des méthodologies d'exploration d'imaginaire. Donc là, qui sont plutôt de collecte de beaucoup d'imaginaire. On pense toujours Mmh. qu'il en faut 20, 30, 40, 50 pour bien faire, qu'on commence à cartographier dans une logique de lignée, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ou dans une logique de monde. Et puis, on a des méthodologies plutôt d'immersion dans ces fictions. On se confronte. Un outil très simple, c'est vous représentez, je ne sais pas, la ville de Paris sur un projet X. Voilà, vous êtes la ville de Paris, et ben vous plongez dans une fiction où vous voyez le monde de Blade Runner, et vous dites bah, je suis la ville de Paris, qu'est-ce que je fais dans le monde qui ressemble à Blade Runner? Comment moi Mmh. j'interviens? Et là, c'est cette ouverture créative qui part de ce principe simple qui est de dire j'assume que la fiction est vraie. Et puis après, ben, nos design fiction sont des points de départ pour réfléchir, et à nouveau, on part du précis. C'est qu'est-ce que demain, toi, tu fais en tant qu'entreprise, en tant qu'organisme? Si ce truc existe, quelle est ta position? Qu'est-ce que tu proposes? Et nous, on collecte ça et on remet en synthèse. Donc on part vraiment de l'anecdotique pour reconstruire une synthèse ensuite, dont on peut débattre, expertiser, dans un deuxième temps, évidemment. OK. La question suivante du coup fait un peu, référence à ce que tu disais, mais concrètement, comment se déroule un atelier de design fiction? Divergence, convergence habituelle ou d'autres mécanismes? Alors, donc vraiment, ce sur quoi j'insiste, c'est qu'il n'y a pas un atelier de design fiction, il y a des moments de création de fiction. Quand on accompagne une entreprise, ça va être, 6 mois, 7 mois, sur vraiment des projets un peu ambitieux, où on va travailler d'abord, s'approprier le terrain de jeu dans lequel ils opèrent. Ensuite, bah, il y a un vrai enjeu d'expertise aussi, de pas juste spéculer dans le vide, d'avoir des vrais regards sur, ce qui est possible, préférable, réalisable technologiquement, socialement et cetera. Collecter des imaginaires et là, on anime des premiers ateliers pour se confronter aux imaginaires, pour commencer à se les approprier et seulement dans un deuxième temps, on va produire des fictions comme un moment intermédiaire dans la recherche pour mettre en tension et générer des contre-propositions, pour le coup, positives. Donc on va jouer avec des outils comme le cône des futurs pour avoir une vision, une clarification des futurs préférables, donc c'est dire, collectivement quel type de futur on préfère. Mais on va aussi, travailler à générer des réactions et donc la partie cœur du design fiction, ce que tu évoquais, on va, bah, il y a à nouveau, il y a différentes techniques, une des techniques que j'ai évoquées rapidement, bah, c'est on fait un focus group avec des consommateurs, en leur présentant la fiction, sans qu'ils sachent que c'est une fiction. Donc moi j'arrive, je joue le jeu du représentant marketing d'une boîte,
d'agroalimentaire, qui leur montrent des produits, je dis surtout pas fiction, je m'entraîne un petit peu, des authentiques produits qui viennent de Finlande, d'Indonésie d'ailleurs, des pays que les gens connaissent pas. Et je leur dis: «Voilà, on se demande est-ce que sur le marché français, ça ferait du sens?» Et on anime ça comme un atelier, un vrai focus group conso, quoi. Vraiment dans les purs et puis tout est collecté et à un moment donné, il y a la phase de révélation, on dit: «Ah, en fait, c'était une fiction». On explique pourquoi on a fait ça, les gens réagissent toujours super bien parce qu'ils trouvent ça super cool et on réexpertise ensemble ce qui a émergé et on en tire des conséquences sur ce qu'on veut vraiment faire demain. Donc ça, c'est typiquement une méthodologie. Dans d'autres cas, on va plutôt travailler avec le côté, on assume que c'est des fictions dans un processus créatif et on est vraiment dans la construction de mondes. On réagit à des univers fictionnels, on fait un positionnement préférable, on pointe les limites, défis et cetera et on les remet en scène sous forme de fiction, design fiction pour le coup et ensuite on est dans la confrontation. Comme j'évoquais tout à l'heure, vous êtes maintenant face à cette fiction, c'est la réalité. Qu'est-ce que vous faites demain? Qu'est-ce que vous mettez en œuvre? Et on collecte ça de manière d'une génération très spontanée. On veut pas Mmh. brider, rendre ça trop analytique à ce stade, on veut au contraire collecter un maximum d'intuition, de positionnement et après charge à nous de venir, prendre toute cette matière et de la mettre en intelligence et de la réexpertiser pour dialoguer avec l'équipe projet. Mais voilà, on est vraiment plutôt dans quelque chose qui réouvre un maximum. OK. J'en profite pour poser une question de mon cru, du coup, au passage. Tu parlais beaucoup enfin, notamment quand tu as parlé des récits autour de la bombe atomique, et cetera. Enfin, du coup, ça fait se poser énormément de questions aussi, de se dire, peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, ça comme une réponse, assez, dissuasive pour mettre fin à une guerre et donc quelque part quelque chose de relativement positif. Aujourd'hui, on regarde vraiment différent sur la bombe atomique parce qu'on a vu ce que ça a donné, je pense. Est-ce que tu as été amené du coup à faire des exercices comme ça où à la fois tu vas essayer de projeter sur quelque chose d'hyper utopique, en essayant d'idées et de sortir un peu des contextes et à la fois en parallèle sur quelque chose de totalement dystopique pour, avoir ce côté un peu attention, si on amène, j'en sais rien, quelle idée, ça peut aussi avoir des conséquences qu'on n'avait peut-être pas pensé à la base, et avoir du coup ce côté à la fois ça on veut l'éviter, ça, aller, pour, mais du coup sur des choses qu'on ne conçoit pas pour le moment et sur lesquelles on a du mal à se projeter, quoi. Je sais pas si je suis très claire, c'est assez, conceptuel, mais Ce que j'ai compris et ce que j'ai envie de dire par rapport à ta question, c'est que pour nous, au sein du collectif, et c'est ce que je montrais un peu dans les exemples, il faut justement arriver à combiner les 2. mmh, Quand on est dans des propos trop utopistes, il y a un côté un peu trop, BA où on pioche les bonnes ouais, idées, mais en fait, elles ont leur impensé également souvent parce qu'il y a des effets d'échelle, il y a des effets qui font que, il y a des effets rebonds par rapport à des bonnes idées qui induisent des mauvais comportements et à l'inverse, ces ouais, dystopies trop fortes, elles nous tétanisent parce que, ben, voilà, c'est l'effondrement total et qu'est-ce que je peux encore faire et sur quoi j'ai prise? Donc les ouais, fictions qu'on injecte, on va préalablement collecter un certain nombre de triggers positifs et négatifs, qui sont issus des phases initiales d'expertise. Donc on va dire: «Bah, tiens, sur tel sujet, on a vu tel et tel risque, on a vu aussi telle et telle opportunité». On va essayer que la fiction raconte autant l'un que l'autre, pour mieux mmh, permettre à chacun de venir pointer ce qu'il a envie de tirer comme fil et de dire peut-être que ces risques qui sont très théoriques, qui paraissent plus acceptables une fois qu'ils sont mis en fiction et à l'inverse, les ouais. opportunités, une fois qu'elles sont mises en musique, elles paraissent moins souhaitables que ce qu'on avait imaginé préalablement. Et donc vraiment Et puis l'enjeu, elles ont c'est d'arriver un effet aussi peut-être, pardon? ça va avoir des impacts entre eux aussi, Il peut y avoir peut-être. des interactions. Donc vraiment, on s'empêche de définir à l'avance ce qu'est le bien ou le mal. Je pense que le bon D'accord. exemple, c'est la Red Team. On n'est pas là pour, définir, ce qui est enfin l'état du monde positif ou négatif. Ce serait vraiment du coup faire des choses de médiocres. On est là pour arriver Mmh, à mettre en tension des acteurs, à la fois en appuyant là où on pense nous que ça fait mal et où on pense que c'est intéressant, mais nous-mêmes on doit se faire attention à pas trop projeter nos propres valeurs dans nos fictions et ça c'est compliqué. Des fois on a tendance à vouloir trop raconter ce qui nous plaît ou de vouloir un peu être sioux, c'est de pousser des messages et ça c'est ouais, vraiment une responsabilité qu'on a de ne pas faire ça. Sauf si c'est le mmh, mandat qui nous a été donné, on l'a fait quelques fois, d'être plus là dans l'influence directe, de vraiment d'avoir des fictions où on sait ce qu'on veut obtenir comme effet et là on agit, pour générer les effets attendus, mais on est sur un vraiment limite du design fiction, là, on est plutôt dans l'influence, quoi. ouais, OK. Il y a une remarque peut-être plus qu'une question. Le design fiction peut être très utile lors de tests pour projeter les participants
participants dans un contexte d'usage, comme dans le livre Sprint, le robot et l'hôtel. Manu, je pense que tu peux prendre la parole. Je pense que c'est toi qui as écrit cette Yes. remarque. Ouais, c'était un peu pour rappeler en fait ce moment-là où en fait pour projeter les utilisateurs dans un contexte qui n'existe pas, ils les mettent en face à une situation pour voir comment ils réagissent. C'est vraiment pour récupérer un max d'insights et voilà, de réactions, ce qui marche pas. Et vraiment de les mettre dans un contexte total, genre vraiment dans le cas, ils sont comme dans un hôtel et tout ça. Et c'était intéressant, ça me faisait penser à ça en fait. Oui, ça renvoie au finalement, pour moi, la bonne analogie, c'est de magicien d'Oz, hein. On est vraiment dans une forme de magicien d'Oz un peu plus, sauf qu'on projette dans des choses un peu moins, déjà là, que dans un magicien d'Oz où on essaie vraiment d'être là à la frontière de ce que technologiquement on pourrait le faire, juste qu'on le fait pas parce que c'est un peu tôt dans le processus. Et voilà. Après, les enjeux d'une immersion trop radicale, c'est qu'elles peuvent avoir des effets d'adhésion liés au fait que ben voilà, on crée une bulle tellement favorable qu'on on crée les réponses en fait. Donc il y a tout vraiment cet équilibre d'arriver à maintenir vivant une capacité à ne pas être d'accord ou à être d'accord dans la réception de la fiction. Et ça, c'est un peu plus artisanal. On n'a pas trouvé d'ingrédient ultime, mais c'est vraiment une vigilance qu'on essaie d'avoir dans le processus. Merci. Écoute, je pense qu'il n'y a plus de questions, en tout cas pour le moment, et le timing est plutôt pas mauvais vu il est 20. Je sais pas s'il y a encore quelques questions qui veulent arriver. En tout cas, merci beaucoup. Super inspirant. Il y a vraiment des bons retours, même des camarades de classe. Vraiment, enfin, ça, le champ des possibles, on a envie d'imaginer, de faire nos petites histoires pour créer du concret, en fait. C'est ça qui est assez chouette derrière, de réussir à se projeter avec toujours ce côté hyper ludique en plus. Donc, merci beaucoup, hyper inspirant. Je pense qu'on a pas mal de lectures à faire de notre côté pour aller creuser un peu tout ça. Pierre Avec Quentin, je plaisir. sais pas si tu veux reprendre la main. Ouais, il y a effectivement pas mal de narratifs dont il faut qu'on reprenne, enfin, sur lesquels il faut qu'on reprenne la main. Tu en as cité plusieurs collectivement parlant au sein de la société, notamment sur les dimensions écologiques, etc. Et c'est vrai que l'angle qui est le tien est hyper intéressant. Et honnêtement, ça ouvre les chakras et ça ouvre aussi des perspectives et ça donne envie effectivement de se prêter au jeu. Et il y a un autre narratif, je pense, où il est aussi de notre devoir, et c'est aussi, je pense, le rôle d'une semaine de conférence comme celle d'Horizon X, d'apporter ça, d'insuffler ça peut-être dans les cœurs et les esprits. C'est aussi le narratif du designer de demain. C'est quoi le rôle du designer de demain, justement par rapport au challenge qui se pose à nous. Heu, il y a un besoin sans doute de remettre en question nos pratiques, notamment nous designers du digital, puisqu'on sait aussi l'impact que ça peut avoir. Et du coup, quelles seraient les pratiques de demain, hem, qu'on pourrait avoir, qui nous permettraient d'être peut-être, aussi efficaces ou plus efficaces qu'aujourd'hui, tout en réduisant notre impact et à tous les niveaux d'ailleurs, hein, dans les outils qu'on utilise au quotidien et dans les interfaces qu'on crée. Et du coup, je pense que ce narratif-là, effectivement, demande aussi, qu'on se projette dessus et qu'on se dise: «OK, enfin moi aujourd'hui, j'ai pas d'idée, préconçue, précise de comment on doit être, qui on doit être dans le futur». Et peut-être qu'effectivement, des exercices de design fiction dans ce genre-là seraient super intéressants. Absolument. C'est de plus en plus d'acteurs de métier. Là, on travaille en ce moment, par exemple, avec à la Cité des métiers de Montpellier sur des méthodologies équivalentes pour justement aider un territoire à se projeter collectivement. Et je pense que pour rebondir là-dessus, je trouve que c'est une excellente remarque, sans vouloir te voler la conclusion, mais tu reprendras la main derrière. Mais il y a vraiment un défi de travailler à l'échelle de plus que soi-même. Voilà. C'est peut-être un constat par rapport aux design fiction. Des fois, elles sont trop barycentrées sur l'acteur concerné, et du coup, on se voit évoluer soi sans voir le monde évoluer, les interdépendances que ça crée. Et là, typiquement, ce qui est intéressant avec la Cité des métiers de Montpellier, c'est qu'on pense à un territoire avec des acteurs très différents et ça rend les travaux vraiment intéressants. Donc clairement, c'est un défi de taille et je pense qu'il sera encore mieux réussi si vous le faites en vous pensant vous avec d'autres métiers, d'autres choses de l'environnement et voilà.